Moi, je m'appelle Laure Bréchet, je suis Country Manager France et Romandie, ça peut être intéressant pour nos amis suisses, pour Testing Time, et je serai donc votre hôte pour ce webinaire intitulé Aller au-delà de l'analyse avec l'IA, amplifier l'impact de vos recherches utilisateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Alexis. Je vais présenter un petit peu le webinaire, pardon, un peu ce que fait Testing Time, et ensuite ce sera à Alexis de présenter le webinaire aujourd'hui. Donc, le sujet de l'intelligence artificielle, on sait qu'il est plus pertinent que jamais, surtout dans le domaine de l'UX, où elle peut véritablement transformer la façon dont nous travaillons et collaborons avec les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble comment l'IA peut vous aider à aller au-delà de l'analyse et donc maximiser l'impact de vos recherches. Donc avant de plonger dans le sujet, je vais vous dire quelques mots sur Testing Time, l'entreprise dont je fais partie. Donc chez Testing Time, nous aidons les UX researchers, les designers et les équipes produits, aussi occasionnellement les market analystes, à recruter donc facilement des participants pour leurs études utilisateurs. Donc on a une base de données de presque 1 million de participants qualifiés, notamment en Europe, qui nous permet de réaliser des tests rapidement avec des profils parfaitement adaptés aux besoins des entreprises. Donc, que ce soit des tests d'utilisabilité, pardon, des entretiens quali ou des recherches à distance, on simplifie le processus de recrutement pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus, donc l'amélioration de vos produits. En gros, on recrute, on planifie les tests et on se charge des incentives derrière. Donc, avant de présenter notre intervenant Alexis, que donc certains d'entre vous connaissent, je voudrais souligner ce que vous allez retirer de ce webinaire. Donc aujourd'hui, vous repartirez avec des techniques concrètes pour exploiter l'IA dans vos projets UX, des exemples et des astuces pratiques pour optimiser vos collaborations. Donc en bref, nous allons montrer comment l'IA peut vous aider à avoir un véritable impact dans votre organisation. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alexis, donc staff UX rechercher et consultant freelance. Alexis, c'est à toi. Super. Ok, bah écoutez, bonjour à tous, c'est ravi d'être là. Comme l'a dit Laure, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est pas de rajouter une énième présentation sur l'IA et de dire comment ça va révolutionner les choses, mais surtout d'amener un point qui est assez peu discuté dans ce qu'on voit, surtout peut-être dans vos feeds LinkedIn ou ce que vous en parlez en termes d'outillage. Aujourd'hui, l'IA est souvent du côté de l'analyse. C'est un peu, entre guillemets, IA égale plus rapide. C'est un peu souvent ce qui est discuté. Et moi, j'aimerais apporter un regard, on va dire, un peu nouveau et différent sur cet aspect. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, attendez, hop, voilà, hop, super. Et donc, je vais vous faire une petite intro, bah, vite fait, deux, trois mots sur moi. Pourquoi, en fait, est-ce que c'est nécessaire ou pourquoi l'utiliser? Après, c'est à vous de le faire ou pas. Mais moi, Alexis, je c'est... t'attends juste une seconde, on te Ouais. voit pas. Si tu pouvais mettre ta caméra, ce serait Ah, ouais, plus sympa. ok, ok. Moi, je Merci. sais pas parce que je suis en full screen sharing. Vas-y. C'est bon? C'est bon, on te voit. Super, super. Euh, donc je disais en fait, bah, pourquoi en fait c'est nécessaire, en tout cas pourquoi moi j'ai eu le besoin de le faire, et pourquoi ça serait, je dirais, pertinent pour vous. Et on va parler surtout du comment. Et j'espère qu'on puisse ouvrir la discussion à la fin. Je veux pas, mon but n'est pas de faire un webinaire qui soit long et qu'il n'y ait pas d'échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos doutes ou je dirais les manières que vous voyez d'autres à faire parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, très concret sur le terrain. Donc, alors, attendez, parce à chaque fois que je clique sur mon clavier, ça marche pas. Voilà. Je suis en présentation mode, mais c'est différent. Donc, je dirais avant de commencer, donc deux, trois mots sur moi, vite fait. Donc, ça fait plus de 12 ans que je suis dans l'UX ça fait 4 ans que je suis en freelance maintenant. Donc, je suis UX researcher. Et je dirais le sujet de l'IA, je peut-être comme beaucoup d'entre vous, en fait, c'était jusqu'à ce début de l'année, c'était encore assez un peu lointain. On voyait des choses. On va dire d'envoyer des choses passer, mais c'était encore pas hyper présent jusqu'à ce que j'ai un projet de nouveau produit avec de l'IA, qui s'est amené je dirais en tant que mission. Et ce projet m'a fait un peu réfléchir sur aussi, bah ok, maintenant, je dirais, il y a un gros push des entreprises à implémenter l'IA. C'est un peu le sujet que vous devez avoir tous
dans vos roadmaps. Et donc, ça m'a posé fait des questions, de dire, bah, OK, très bien, mais si on devait un peu ajouter de l'IA dans le processus de recherche, au-delà de l'analyse, parce que, bah, il y a des limites, comment est-ce que je ferais? Donc ça a été aussi un peu un espèce de projet test de comment je pouvais jouer avec l'IA moi-même pour, entre guillemets, être, améliorer la qualité de mon travail ou la pertinence. Donc c'est un peu ça le fil directeur de la présentation et moi en tant que researcher, au cours de mes années de freelance, j'ai eu comme client Chanel, Ledger, Omcar et cetera. Et mon parcours a été, assez, je dirais, international dans le sens où, j'ai beaucoup travaillé en fait, je travaille majoritairement avec l'étranger, notamment parce que j'ai vécu aux Pays-Bas, en Suisse, au Brésil, là où j'ai aussi pratiqué du X dans ces pays. Et donc pour finir, en side note, j'ai aussi lancé une communauté, d'UX, francophone avec notamment, bah, du mentorat et on a aujourd'hui, plus de 100 mentors aussi, donc c'est une communauté qui est Wikihero, hem, que vous pouvez retrouver. Donc il y a, toutes les ressources, des questions entre X, mais aussi du mentorat, entre différents professionnels. Donc ça, bah, c'est fini pour moi. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet et d'expliquer en fait le pourquoi, entre guillemets, on doit dépasser l'analyse avec l'IA, et c'est quoi quelle est la raison? Et en fait, je me suis amusé à réfléchir un peu à tous mes projets de recherche ou tout le monde, comment ça se passe. Et c'est que la réalité, c'est quand vous faites un projet de recherche, heu, c'est que vous allez faire ça pour des, preneurs de décision qui sont généralement des CEO, des CTO, CPO et cetera. Mais le temps que vous allez passer avec eux est hyper réduit. J'ai fait un petit calcul, ça se passe entre 1 et 3 d'un temps d'un projet, on va dire. Vous allez avoir un face to face avec quelqu'un qui va prendre une décision critique, même stratégique, sur le business, quoi. Avec de la chance, vous avez un peu au cadrage. Avec un peu moins de chance, vous avez très peu au cadrage et à la récite. Et donc, c'est pas facile en fait. Le FaceTime que vous allez avoir avec vos parties prenantes est assez limité. Hem, sans Qui plus est, en fait, le travail de research et de researcher, généralement, les équipes de research sont très limitées, voire, si on va dire limitées, c'est des équipes d'une personne. Moi, en tant que freelance, encore plus. Généralement, je monte de A à Z des processus de research, donc généralement, je suis seul pour opérer ce genre de choses. Et c'est que la réalité, c'est qu'en fait, la limite de temps passé, le fait que les équipes recherche sont assez seules ou très limitées en staffing, c'est pas quelque chose qui va changer. Donc vis-à-vis de cette situation, la question, enfin, moi, que je me pose toujours, c'est de dire, bah, comment en fait on peut, maximiser, utiliser au mieux ces moments pour être plus pertinent et pour créer de meilleures relations? Heu parce qu'en fait, je dirais alors je sais pas si ça bloque tout ça. La grande la enfin la grande, je dirais le piège sur lequel on se concentre ou généralement l'organisation se concentre le plus, c'est qu'on va toujours se concentrer beaucoup sur le travail à effectuer, c'est-à-dire les interviews, l'analyse, le reporting et cetera. Mais c'est qu'il y a souvent, en fait, beaucoup plus de travail, qui vient avant, c'est-à-dire avec le cadrage, être dans les stand-up, parler en one on one avec les différentes parties prenantes pour être conscient des objectifs et des limites, et même en fait de la politique en interne qui se passe. Et le travail après la delivery de la research. Heu et je dirais même en tant que professionnel, nous, on est souvent bloqués, on va dire, dans cette partie du travail où on devait faire beaucoup d'exécution. Et c'est là, en fait, un peu, je dirais, le piège, je dirais, aujourd'hui de beaucoup d'outils IA, en vrai, c'est que, ils vont venir essayer de réduire au maximum la charge de travail de ce côté-là. Sauf que je dirais aujourd'hui, on est arrivé dans un cadre où, enfin, grâce notamment avec tout ce qui est recruteur, et d'autres outils, en fait, la charge de travail est quand même, enfin, pour un researcher comparé à 5 ou 10 ans est hyper réduite, quoi. Donc on est arrivé à un temps peut-être incompressible, entre guillemets, en termes d'exécution. Et pour moi, c'est un peu le piège de l'IA qui va enfin, à chaque fois, on va me dire: «Tu vas passer moins de temps, tu vas faire des interviews de manière automatique, l'analyse est automatique, tu déjà tout est déjà un peu pré-mâché». Mais pour moi, c'est un peu un piège sur lequel tomber de dire: «Bah, on va réduire ce temps-là de travail», alors qu'en fait, le vrai impact en tant que researcher et c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre sur le terrain, c'est que le vrai impact, il dépend en fait souvent, de la partie avant et après.
c'est-à-dire des relations que vous avez avec les personnes, comment vous avez noué ces relations, comment vous êtes au courant, des choses qui se passent dans l'organisation. Comment vous arrivez à passer ces messages? Et donc c'est là, en fait, c'est toujours un travail assez subtil, et justement, en fait, enfin, en tant que researcher, quand on débute, on est souvent plus concentré sur la pratique et l'exécution, mais plus on gagne en seniorité, plus on apprend, en fait, que, voilà, il faut naviguer l'organisation et c'est dans, en fait, un peu cet entre-deux, qui est souvent pas du tout facile à naviguer, encore des fois plus quand vous êtes en remote et cetera parce qu'il y a ça a d'autres cas. Et c'est là, en fait, que moi c'est des choses que j'avais plutôt des difficultés où j'ai toujours péché un peu, par le passé et où je me suis dit: «OK, bah, maintenant je vais profiter de l'IA pour essayer de m'aider» parce qu'en fait, j'ai pas le temps, en fait, de faire et l'exécution et de naviguer la politique parce que c'est un vrai travail à faire aussi, quoi. Donc c'est ce que je vais expliquer dans le comment. En fait, comment je fais ça et comment en fait on peut réaliser ça. Et donc il y a un petit disclaimer, ce que je vais présenter, ça marche avec entre guillemets «tous les LLM», hein, ChatGPT et cetera. Mais évidemment, si vous avez les versions gratuites vont avoir des limitations, hein, que ce soit de mémoire ou d'échange de tokens et cetera. Donc voilà, il y a toujours des limites. Mais vous pouvez le faire aussi en open source. Il y a des modèles qui permettent aussi, hein. Et je dirais, moi, en fait, mon plan, il s'est construit sur 4 bases, en fait, assez simples, 4 piliers, si je puis dire, où je vais utiliser l'IA pour m'aider, en fait, à créer des meilleures relations avec mes stakeholders. Et là, le premier point, c'est quelque chose que je faisais manuellement avant, mais que maintenant, ça a été beaucoup, je dirais, plus facilité avec l'IA. C'est, on dit toujours en UX, faut entre guillemets, offrir une bonne expérience de travail à ses collègues et aux gens autour de nous, parce qu'on a souvent un peu mauvaise presse, pour ça. Donc là et je dirais une chose importante, que l'on apprend à faire, c'est d'essayer de construire un peu une base de connaissances ou ce qu'on appelle des stakeholder maps. Hem Et ça, c'est mon premier pilier en fait, qui va en fait construire, qui va être la fondation, de tous les autres piliers en fait. Et ça c'est la première étape. Et grâce à cette base de connaissances sur vos stakeholders, vous pouvez en fait utiliser l'IA en fait pour vous, entre guillemets, vous coacher, voire jouer d'un peu en mode de role-play, avant des discussions importantes, que ça soit du cadrage, que ça soit une restite, avant que ça soit une discussion de performance ou de stratégie. Vous pouvez aider ça. Vous pouvez en fait vous baser sur ce corpus de connaissances que vous avez construit pour, en fait, vous entraîner à l'avance à naviguer ou je dirais à proposer des angles ou à anticiper des angles, difficiles, enfin qui seraient plus difficiles à anticiper tout seul, pour justement, en fait, je dirais être prêt lors de ces moments qui comptent parce que ça va être un meeting de 30 minutes, il faut aller très rapidement, il faut entre guillemets pas laisser passer d'opportunités, quoi. Le troisième pilier, c'est d'utiliser en fait, l'IA comme système de recherche, mais pas pour faire l'analyse à votre place. Je fais toujours un peu la distinction, mais plutôt pour essayer de dialoguer avec vos données ou essayer de, faire émerger des points qui sont pas, qui sont subtils, et qui sont pas forcément des fois clairs. Des fois, il y a des choses, des contradictions, et c'est pas forcément facile je dirais à régler. Et le dernier point, en fait, c'est plutôt un bonus, c'est-à-dire quand vous avez fait tout ce travail, c'est-à-dire, bah, comment votre recherche va vivre au-delà du rapport ou du deck, hein, ce qui est généralement, limité. Bah, l'IA va pouvoir proposer des pistes, en fait, où, bah, comme entre guillemets la recherche a aussi un corpus de texte, bah, si vous l'implémentez bien dans entre guillemets une IA que l'organisation utilise, bah, vous pouvez en fait faire que les stakeholders puissent, je dirais, interagir avec la recherche et poser des questions et avoir des réponses en temps réel, quoi. Donc ça c'est aussi pas mal et c'est ce qui arrive, de très sympa. Donc première étape, on va dire le second brain, sur vos stakeholders et c'est quelque chose que moi j'ai commencé à faire, par le passé, et qui avant était hyper manuel. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez aussi me faire une petite réaction dans les commentaires, pour laisser, si vous avez déjà fait ça. Mais voilà, pour ceux qui ont déjà fait ça dans leur passé, généralement, c'est des choses que vous faites sur un FigJam ou sur un Miro et vous allez définir un peu les parties prenantes selon les gens qui sont un peu alliés, quelles sont les relations entre eux et cetera et cetera. Et ça prend du temps. Tout simplement, c'est du travail dans le travail. Il faut planifier ça, il faut mettre à jour ça, donc c'est assez manuel. Et je dirais, tout ce qui est manuel et qui est entre guillemets, «pas prioritaire» comme vis-à-vis de la recherche, c'est souvent des choses qu'on arrive à déprioriser.
Et ça, c'est un des grands problèmes en fait de ce genre de pratique, même si ça a une grande valeur. Et aujourd'hui, bah, en fait, moi, j'avais remplacé tout simplement ce Miro par en fait un échange avec ChatGPT et dire et à faire sauvegarder en fait. Enfin, moi, j'ai utilisé Llama, hein, donc moi, je ne suis pas parti sur ChatGPT, mais voilà, j'ai reproduit l'exemple avec ChatGPT de dire, bah, en fait, moi, j'utilise ChatGPT comme base de connaissances avec mes stakeholders et je vais, de manière régulière, enfin, je vais créer un profil pour, voilà, par exemple, la CEO, le CPO, le PM, etc. Et à partir de là, chaque fois que je vais avoir un nouvel échange ou un nouveau changement de direction ou un type de comportement, de décision dans l'organisation qui se passe, bah, je vais en profiter pour, entre guillemets, mettre à jour cette fiche. Et ça va mettre, en fait, ça va être un échange d'informations en fait, un peu continu qui va me permettre en fait, de ne pas oublier et de garder ça en tête. Parce que c'est hyper important. Des fois, il y a des décisions dans l'organisation qui arrivent, où vous avez observé quelque chose. Et je dirais de la même manière que vous faites de la recherche sur vos utilisateurs, bah, en fait, les processus de décision de l'organisation, bah, vous êtes en plein milieu de ça. Donc, c'est aussi important de garder trace de ça parce que, bah, évidemment, quand vous êtes dans des organisations matricielles où il y a énormément de départements de gens invoqués, c'est important en fait de pouvoir compter sur un outil ou une manière de gérer ce flot d'informations, quoi. Et je dirais le grand, enfin, je dirais la grande victoire comparée à avant, c'est que vous n'avez plus besoin de taper toutes ces informations, vous pouvez le faire à l'oral. Et ça, c'est hyper important parce que même si vous allez faire 5 minutes d'audio, bah, 5 minutes d'audio à parler, c'est 10 fois ou 100 fois plus facile que d'écrire, quoi. Donc ça, c'est un super gain de temps. Et par exemple, je dirais de manière assez rapide pour ce deck, mais par exemple, vous pouvez aller en fait, à force comment dirais-je, d'enrichir en fait les profils avec l'IA. Vous allez parler en fait, bah, le CPO, le CEO, de leur relation entre les deux. Et vous pouvez même aussi, je dirais, dialoguer avec l'IA pour vous aider en fait à dire, en fait, j'ai pas très bien compris ça, il s'est passé ça. Et en fait, de dire, attends, est-ce que tu peux revenir en arrière et que tu peux m'aider en fait à me repositionner pour analyser en fait certains types de comportements ou de profils. Et vous pouvez même customiser les demandes que vous faites avec l'IA. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, à partir du moment où vous avez entre guillemets, une base d'informations, de connaissances sur ces personnes, l'IA peut prendre ces informations et vous aider en fait à approcher certaines situations sur la personnalité et les comportements que vous allez observer de cette personne. Donc, par exemple, la CEO, par exemple, un exemple récent, on va dire, une CEO qui est hyper directe, hyper cash, donc c'est très bien, mais qui est très financièrement, qui est très financière et surtout, mais totalement irréaliste en termes de produits. Donc la question, c'est, sachant un peu de ses défauts et ses forces, comment moi, dans mon discours, je vais approcher ce genre de choses et travailler ce discours vis-à-vis de ça, quoi. Donc c'est aussi une espèce ça vous permet de vous remettre un peu plus terre à terre vis-à-vis de ce que vous savez et justement, en fait, de vous entraîner, quoi. Et donc ça aussi, ça, en fait, c'est la prochaine étape que je vais appeler un peu le role-play ou le coach, qui est en fait la prochaine étape en fait, de tout ce travail de fondation. Ce travail de fondation, c'est plus en fait de donner à l'IA, on va dire, de la nourriture et de la data sur laquelle vous allez pouvoir vous travailler et après utiliser dans certains cas très concrets, avec par exemple une discussion avec un PM ou par exemple votre boss ou la CEO, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus je dirais, de la base de données que vous pouvez donner en fait sur, on va dire, les profils avec lesquels vous travaillez, vous pouvez aussi, en fait, alimenter l'IA sur des livres que vous lisez. Moi, par exemple, un grand problème enfin, une limite que j'ai, c'est que je lis beaucoup, mais il y a pas mal de bouquins, on va dire, assez, je dirais, théoriques sur enfin, par exemple, la politique dans l'UX, naviguer la politique, ils vont vous donner un peu des guidelines, des frameworks, des choses comme ça. Après, il faut les utiliser en conditions réelles. Et bah, c'est pas enfin, généralement, on est un peu dans le feu de l'action. Après, il faut revenir sur le Kindle, il faut réexporter, revoir comment c'est. Enfin bref, c'est pas forcément hyper intuitif. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah, avec cette base de connaissances de profil, j'ai dit en fait à l'IA, bah, tout simplement, basé en fait sur ce genre de situation,
Voilà, c'est ce que cet auteur recommande pour créer des alliés, des alliances et comment je navigue. Donc, vis-à-vis de ce que tu sais sur ces stakeholders et en fait à la théorie de comment créer des alliances, et cetera, comment est-ce que tu peux m'aider pour, dans cette situation donnée, naviguer, me proposer des pistes pour m'aider à ça? Donc, par exemple, ça peut servir avant ou après un cadrage. Et en fait, le plus de données que vous allez alimenter avec l'IA, plus en fait, ça va être pertinent en termes de, qu'est-ce que je veux dire, de recommandations. Ça va être, je dis, beaucoup plus personnalisé pour vous. Et ça va vous permettre, en fait, tout simplement aussi d'explorer, en fait, je pense, des points morts, des fois, qu'on peut facilement éviter et sortir de l'émotionnel. Parce que, bah, en fait, le grand challenge, en fait, du travail, la collaboration, c'est qu'on tombe souvent dans l'émotionnel. Et en fait, bah, on a des réactions, des fois, qui ne sont pas, enfin, je dirais, appropriées ou que les gens sentent, en fait. Et c'est aussi un peu le point numéro 2, je dirais, qu'est-ce que je veux dire? De l'IA dans l'éducation. Par exemple, c'est un bouquin qui est exceptionnel, qui est très bien, mais pas forcément, en fait, je dirais, enfin, il y a un gros travail d'application. Et moi, en fait, ce que j'ai pris, c'est que je prends ce genre de bouquin et j'essaie de l'appliquer, je dirais, avec l'IA. Enfin, je force l'IA à essayer que je l'applique pour moi dans des contextes donnés où je sais que je vais avoir une conversation un peu compliquée. Je sais qu'en fait, on va devoir la critiquer certains points où enfin, on va devoir amener un désaccord. Et donc, c'est comment je peux essayer de me préparer vis-à-vis de cette conversation qui va aussi pas durer très longtemps. C'est toujours un peu lié à ce premier point, je disais que vous avez entre 1 et 3% du temps, avec, par exemple, avec des CEO et des CPO. Donc, en fait, comment est-ce que vous pouvez être prêt à anticiper les questions et les points de désaccord? Parce qu'en fait, si vous ratez en fait, le coche dans cette réunion, bah, ça sera peut-être la seule du quarter quoi, ou du trimestre. Donc, en fait, c'est un point qui va assez vite et donc le fait de pouvoir, en fait, avoir cette base de connaissances, cette fondation, vous pouvez, en fait, jouer ces roleplays et alimenter l'IA sur les choses, en fait, où vous pêchez, où vous voulez, en fait, peut-être vous améliorer aussi. Hem et donc ça va être pour les discussions importantes, mais par exemple aussi, ah pardon, j'ai oublié ça et c'est de dire, imaginez, à partir du moment où vous avez votre IA, bah, comment vous pouvez l'alimenter sur peut-être les lectures ou je dirais des pistes que vous allez entre guillemets, rechercher par vous-même. Là, on parlait entre guillemets que beaucoup d'équipes UX sont seules. Donc, il y avait ce bouquin qui est très connu de User Experience Team of One. Bah, à partir de là, si vous êtes seul et que vous avez en fait ce contexte politique, vous pouvez aussi lier l'IA en fait à des stratégies que l'auteur recommande. Et à partir de là, en fait, l'IA peut vous aider à aussi co-construire ces stratégies, comme si vous aviez aussi un espace de mentor. C'est vraiment je dirais une solution, je dirais, qui est aussi disponible H24 et qui est jamais fatigué de vous répondre aussi. Hem et donc le dernier point, en fait, en termes de coach et de roleplay, c'est aussi avant de présenter vos insights, et c'est-à-dire, des fois, il y a, comment dirais-je? Des fois, parfois, on est trop excité, on va dire, par les findings et la recherche et des fois, il peut avoir des insights qui ne sont pas hyper pertinents vis-à-vis, du business, on va dire ça. Et donc, ça peut être intéressant de toujours dire, bah, vis-à-vis des insights que je vais présenter, en quoi, en fait, est-ce que ça répond donc aux demandes et en quoi est-ce que correspond aux attentes, on va dire, politiques et du business. Donc, c'est aussi un espèce de pense-bête pour vous challenger et revenir un peu des fois à ce cadre si vous avez cette tendance. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est 3 exemples en fait de comment moi j'utilise l'IA pour me comment dirais-je? En termes de roleplay, et ça peut être même aussi en termes de structure. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ce livre aussi, c'est-à-dire, comment en fait je peux structurer en fait mon rapport d'une manière, logique et très claire, mais qui va répondre en fait aux attentes, immédiates de par exemple d'un CEO, d'un CPO et cetera. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ces 3 points en fait améliorent la collaboration parce que tout simplement, vous allez en fait, maximiser en fait les bonnes questions, les bonnes questions, je dirais une interaction entre guillemets «positive» avec, vos parties prenantes. Dans les moments de conflit ou clés en fait, où c'est un peu chaud, si vous arrivez à bien naviguer, bah,
vous sortez entre guillemets, je dirais la tête vers le haut. Et le troisième point, en fait, si dans vous réussite, bah, ça répond exactement aux attentes, c'est même ça dépasse ces attentes et vous pouvez entre guillemets «pousser l'IA» à vous challenger sur ça, bah, c'est encore plus bénéf. Donc en fait, la relation, est travaillée, et sans que vous, entre guillemets, «vous sacrifiez» en fait l'exécution. Parce que tout ça ne demande pas autant de temps qu'autre chose, quoi. Et donc là, on arrive un peu, voilà, au troisième point qui est l'assistant de recherche, qui est un peu là, en fait, si vous allez voir, qui est un peu la continuation de ce que j'ai mentionné par le passé. C'est-à-dire, je vais dialoguer avec l'IA sur, par exemple, un point une question stratégique, qui va être tout simplement, voilà, nous, on a 2 cibles, enfin, voilà les 2 hypothèses. En fait, il y a ce type de comportement dans chacun des utilisateurs. Mais voilà, on n'est pas sûr et en quoi en fait, pourquoi en fait on devrait choisir ça. Mais c'est pas de que l'IA vous réponde à votre place, mais c'est d'essayer de forcer l'IA en fait à vous questionner, sur différents points et pour essayer de faire émerger en fait soit des thèmes, soit des vous forcer en fait à dialoguer avec elle pour que vous puissiez en fait comprendre en fait, comment s'articule ce discours et à quel point, en fait, bah, ce discours enfin, votre analyse, elle a des trous, ou pas, en fait. Et donc, le fait de forcer et de faire ce processus, surtout sur des points, en fait, qui ne sont pas clairs. On est bien d'accord, tout ce qui est, je dirais, les observations qui sont claires ou des choses qui ne sont pas, je dirais, critiques, il y a pas de problème. Mais voilà, souvent, il y a beaucoup d'aspects dans la recherche qui ne sont pas forcément, c'est pas blanc ou noir. Et donc essayer de démêler en fait, ces 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 ficelles en fait c'est assez intéressant et le fait de pouvoir le faire à l'oral, c'est aussi, bah, très important en fait parce que, le fait de verbaliser, ça va vous aider évidemment à projeter et à mettre des mots sur des fois des choses que c'est des sur des sentiments, des choses que vous avez observées, que vous arrivez pas en fait à encore à exprimer quoi. Et donc ça, c'est un des aspects que vous pouvez faire avec ChatGPT ou d'autres IA qui est vraiment pas mal. Et l'autre aspect, ça c'est un peu un bonus, qui est arrivé, c'est par exemple maintenant il y a, Google qui a lancé Notebook LM, donc qui est devenu assez connu maintenant à cause du podcast. Mais à la base, c'est que vous pouvez aussi, lier pas mal de sources entre elles, que ça soit, de sources, de données et cetera. Ça peut être des transcripts aussi. Et à partir de là, en fait, ça va tout simplement, heu, les intégrer et après vous pouvez en fait dialoguer avec ce et poser des questions déjà sur le contenu qui est déjà, en fait, qui a été relié. Là, j'ai juste relié un contenu Google Doc que j'avais, mais voilà, si vous avez des transcripts, des données ou même d'autres recherches qui se basent en fait, enfin qui vont influencer sur votre recherche. Vous pouvez utiliser ce genre d'outils, pour en fait, dialoguer direct et faire ressortir certains insights au lieu de lire 40 pages, d'un coup, quoi. Donc ça peut être aussi intéressant, dans cet aspect, de l'analyse, mais vraiment plus pour faire en fait affiner votre travail plutôt que voilà, que l'IA fasse le travail à votre place, quoi. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a, je dirais, la cerise sur le gâteau qui est, bah, aujourd'hui, voilà, si vous êtes researcher, vous imaginez bien que le grand challenge, c'est la socialisation de la recherche. Donc aujourd'hui, on fait des vidéos, on poste des highlights, sur les Slack, on va, je sais pas, faire des workshops, avec les équipes de recherche et cetera. Mais le grand, je dirais, malgré même des fois des repositories où il y a les données et cetera, la grande question parle enfin, il y a souvent des silos, entre différentes sources de données et surtout, bah, en fait, généralement un PM ou même un exécutif va arriver et va poser une question directe et dire: «Bah, en fait, c'est quoi en fait les problèmes? Qu'est-ce qui a été trouvé dernièrement ou pas?» Donc soit ça va passer par vous parce que, bah, généralement les parties prenantes n'aiment pas trop naviguer dans tout ce qui est repo et cetera. Donc et c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui qui est qui on va dire, qui va arriver encore enfin, qui va être très, très fort dans les années à venir, mais c'est déjà le cas. Donc, par exemple, moi, j'utilise beaucoup Notion avec mes clients. Hem, Bah, aujourd'hui, en fait, vous avez Notion AI qui est lancé sur tout votre Notion. Bah, basiquement, un stakeholder pourrait venir et dire: «Voilà, c'est quoi les features qui ont été, requises? Quels sont les pain points qu'on a trouvés?» et cetera. Et en fait
le Q&A de Notion va y répondre. Et ça arrive dans des systèmes Microsoft, enfin Microsoft qui est en train d'intégrer OpenAI partout, et cetera. Donc, c'est pas encore 100% dans tous je veux dire, dans tous les clouds, et cetera, mais c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins, heu, plus ou moins existant, mais surtout, qui va encore arriver de manière très, très forte, quoi. Donc la question, en fait, c'est pas une question de si on doit le faire ou pas, c'est de dire, bah, en fait, quand on doit le faire et comment on se prépare. Donc pour l'avoir, expérimenté, en fait, il y a deux trois considérations évidemment à prendre en compte pour ce genre de choses, qui est en fait, bah, si vous pouvez toujours utiliser les outils internes, c'est mieux parce que, bah, et de voir en fait, c'est quoi peut-être les roadmaps en fait des outils que vous utilisez en interne, que ça soit, je sais pas, du OneDrive, SharePoint, Notion AI et de voir c'est quoi les features, et comment ça marche derrière en fait la machine. Parce que, c'est toujours plus facile en fait d'utiliser les outils existants que voilà, de devoir rajouter des choses. Hem Normalement, je dirais à partir du moment où vous avez du cloud, ça devrait arriver ou c'est déjà possible à un certain point. Après, de bien creuser comment, par exemple, les outils, fonctionnent, dans le détail. Par exemple, Notion, ça marche par tout ce qui est texte, mais par exemple, si j'avais des bases de données comme moi, genre j'avais des repos tu vois, un repository avec un tableau, bah, Notion AI ne le lit pas. Donc il faut aussi des fois, c'est ça qui est un peu embêtant, jouer un peu derrière, comment on aide l'IA en fait à pouvoir bien lire en fait hem, nos rapports et notre contenu pour que ça puisse en fait servir aux stakeholders derrière et qu'en fait ils arrivent et direct ils me posent une question, quoi. Et donc ça force aussi un peu des fois à anticiper le travail de delivery ou comme ou un certain aspect, comment en fait on pouvait déjà formater dans l'analyse, dans ce travail de delivery pour qu'en fait cette l'IA que vous auriez en interne puisse en fait lire vos données, et mettre à disposition de l'organisation ce type de réponse ou et de vos recherches en fait. Donc voilà, c'est des considérations à prendre. C'est aussi un peu du cas par cas, c'est pas tout forcément, hyper facile, mais ça vaut le détour, surtout si vous avez, on va dire, un corpus de recherche important, hem et sur lequel vous pouvez vous baser, quoi. Donc voilà, j'espère maintenant vous avez des questions et on est prêt à discuter, et je Al vais alors j'ai pas vu de questions pour le moment, mais j'ai vu 2 mains levées dans le chat, Sarah et Léonore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à partager si vous utilisez les mêmes techniques qu'Alexis, ah, et ben, à une prochaine Sab qui doit filer. Bon Alexis, il faut croire que c'était très clair, nous n'avons pas de questions. voilà, bah, est-ce que quelqu'un veut qu'on revienne sur une partie spécifique? Est-ce que, comment, OK, OK, très, 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 très clair. Hem, Ou est-ce qu'il y a peut-être des points à aller peut-être plus en profondeur qui vous intéressaient en particulier ou Alexis, peut-être que tu as une des thématiques que tu aimes bien, sur lesquelles tu voudrais rajouter quelque chose peut-être? il y a Lucie qui a posé une question, Ah, et il y a Kaena qui mentionnait quelque chose. Alors je te réponds après Lucie et je vais prendre, Kaena vite fait. Alors justement, en fait, la base, en fait, pour, en fait, construire la fondation donc, sur les profils sur les stakeholders, en fait, c'est quelque chose qui est de manière continue, en fait. Si tu fais enfin, si tu commences d'un coup, c'est vrai que ça va passer du temps, ça va mettre du temps, mais je dirais, en fait, si tu bloques 1 heure de ton temps, je ne sais pas c'est quoi ton contexte aujourd'hui, mais et que tu fais un profil sur chaque personne, généralement, à l'audio, ça va durer entre 3 et 5 minutes par un profil, et c'est déjà, en fait, assez suffisant, quoi. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu comme tout, hein, c'est un peu une question de discipline, de dire, en fait, voilà, à chaque fois que j'ai une discussion importante ou stratégique avec peut-être des parties prenantes ou voilà, j'ai observé
qu'il s'est passé quelque chose dans l'entreprise et que les relations entre les personnes évoluent, bah, je peux en fait aller vite fait sur, entre guillemets, ChatGPT ou l'AI que vous allez utiliser et en fait mettre à jour et dire: «Voilà, moi j'ai vu ça avec un tel, le PM, il s'est passé ça et il y a eu un désaccord parce qu'un tel, un tel, un tel» et ça prend genre 30 secondes. Mais voilà, c'est plus une question d'habitude, mais c'est vrai qu'en com mais à la rigueur, ce que je dirais, je recommanderais pour commencer, c'est peut-être de commencer enfin, ça dépend la structure, mais si c'est sur plusieurs équipes, de peut-être commencer par une équipe, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est un parti. Donc voilà, c'est pas, et en fait, c'est pour moi, en fait, vraiment le game changer, c'est l'audio. Le fait de pouvoir parler et de donner ces informations à l'audio, enfin, au lieu d'écrire c'est pour moi, c'est tout simplement incroyable, quoi. Et après donc, Lucie, comment les stakeholders perçoivent cette utilisation de l'IA? Tu veux dire sur eux-mêmes ou pas? Tu peux répondre dans le chat si tu veux. Bah, enfin, parce que moi tout simplement, enfin, je dis pas, je dis moi c'est pour ça que j'utilise le ah, mais de l'IA en interne dans les produits, tu veux dire? Ou, c'est vraiment, l'utilisation pour nous, quoi? C'est un peu frustrant les Q&A des fois, alors je sais pas si tu peux parler Lucie, en fait. Je pense pas, mais Non, dans les paramètres, non. on a coupé l'audio et la vidéo malheureusement. Ah, bah, moi, enfin perso, en fait, enfin, je pense que enfin, les parties prenantes, en fait, font pas le travail de research. Heu et en fait, je dirais, la manière dont tu arrives au résultat, généralement, en fait, ils s'en foutent un peu, quoi. Genre, et je dirais, le pro et c'est un peu enfin, c'est un peu le problème. Genre et enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, par exemple, les PM, eux, adoraient avoir des trucs, des analyses automatiques et eux, et genre, ils ont aucun, je dirais, bon, je vais pas dire scrupule, mais aucun, doute, vis-à-vis de ça. Mais tout simplement parce qu'en fait, ils veulent, je vais faire une généralisation, mais en fait, ils veulent aller vite et ils sont pas il y a pas les subtilités derrière. Donc en fait, enfin, il y a un marché clairement pour ça et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'outils qui vont un peu couper ce travail, je dirais d'analyse, mais on sait que l'IA peut avoir des hallucinations, et des choses comme ça, quoi. Donc pour moi, en fait, c'est un trop grand risque et c'est pour ça que j'ai assez peu enfin, j'utilise dans l'analyse de manière parcimonieuse pour justement, en fait, m'éviter du retravail aussi, quoi. Mais basiquement, en fait, je pense que les stakeholders, eux, ils ont pas de vision sous le capot, il y a pas il y a pas enfin, ils s'en foutent un peu, quoi. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Lucie? Ouais Ah, super. On a une autre et question. Ah si, tu veux ouais, de ajouter? l'anonyme. Oui. Donc quelles sont Exactement. les considérations à avoir en termes de données personnelles, surtout si on est sur de l'open source? As-tu des tips à ce sujet? Tu parlais des relations entre stakeholders typiquement. Mmh. Oui, bah, en fait, moi, justement, pour cette question de données personnelles, vu des fois les sujets, moi, j'ai téléchargé Llama, donc c'est un open source de Meta, mais je l'ai téléchargé en local. C'est-à-dire, il est sur ma machine, hem et tout simplement, bah, en fait, j'interagis avec le modèle en local et c'est pas, en fait, la donnée n'est pas envoyée, en dehors sur un cloud, et traitée comment dirais-je? Comme, outil de processing par OpenAI, des choses comme ça, quoi. Donc ça reste en local avec ma sauvegarde locale et cetera. Donc moi, j'ai fait ce choix pour une question aussi de, bah, comme tu disais, plutôt de question de, ouais, vie privée, parce que c'est avec mes clients. J'ai pas forcément envie que, voilà, des discussions stratégiques, sur telle boîte et cetera. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, peut-être pour entre guillemets «en termes d'anonymité», c'est d'essayer de donner peut-être des acronymes à certains, stakeholders et pas de dire voilà, telle personne CEO dans telle boîte et cetera. Juste pour, peut-être, je dirais entre guillemets, pas enfin brouiller les pistes, mais éviter que cette donnée. Donc moi je recommanderais plutôt d'utiliser du local en open source. Pas toutes les machines vont le supporter, et cetera. Mais,
C'est un voilà, c'est une considération à prendre. On a ensuite une question, d'Estelle. Tu utilises quelle version de ChatGPT pour l'audio? Ouais. Alors pour l'audio, en fait, c'est assez marrant parce que, en fait, ChatGPT, l'audio, tu vas l'avoir dans le desktop, dans l'app desktop et dans l'app mobile, en fait. Si vous utilisez le web, bah, l'audio ne sera pas dispo. En fait, donc c'est la même chose, en fait, pour d'autres IA. Donc, par exemple, il y a une autre IA qui est Pi, qui est assez connue pour, en fait, qui est très connue pour faire, en fait, des appels avec l'IA. C'est vraiment Her, le film. Mais la version de l'audio va marcher que, sur l'app. Donc en fait, il y a souvent cette petite genre de subtilité où vous allez vouloir en fait, je sais pas, faire de l'audio et en fait sur le web base, en fait, si c'était pas une app, ça va pas marcher. Donc généralement, l'audio a besoin d'un quelque chose de natif en fait, que ça soit mobile ou desktop, pour fonctionner quoi. Mais là en fait, je choisis pas même pas le modèle, hein, c'est ChatGPT qui change le modèle, donc là je dois être au 4.0 quoi. Il me semble que Copilot prend aussi l'audio, dans sa version, gratuite. Mmh. Exactement en fait, donc il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'évolution, des modèles, enfin des capacités, et cetera, donc faut un peu télécharger mais en fait, la règle de base, généralement, c'est tout ce qui est audio. Il faut avoir installé le software soit sur le téléphone, soit sur l'ordi. Généralement, moi, j'utilise sur l'ordi parce que, bah, j'ai les écouteurs, c'est plus facile, que de parler au téléphone et d'expliquer ma vie à une AI au téléphone, ça va, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, peut-être pas. Alors De toute qui façon, si tu c'est as qui des c'est questions, on pourra y répondre après par mail ou sur LinkedIn ou enfin, on reste disponible, après ce webinaire pour répondre à vos questions. Voilà, si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un email ou contacter sur LinkedIn aussi, sans problème. Et voilà, si vous implémentez ou vous testez ce système, n'hésitez pas à me contacter ou repartager vos découvertes. Ça serait intéressant d'explorer ça. Et si vous avez besoin de panélistes ou de test users pour vos tests, n'hésitez pas à revenir vers moi également, je serai ravie de vous proposer nos services. Bah, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci Alexis, d'avoir partagé, tes tips et ton savoir sur cette thématique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore une fois, on reste disponible, pour répondre à vos questions et pour aller plus en profondeur sur le sujet si ça vous intéresse. Super, merci à tous. Au revoir, au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.